Bonjour et bienvenue à cette courte vidéo au sujet de Nos et moi, le roman de Delphine de Vigan. Je m'appelle Emma Bielatsky, je suis enseignante chercheuse à King's College London et aujourd'hui je vais prendre 20 minutes pour vous entretenir de deux thèmes importants dans Nos et moi, l'adolescence et la marginalité. C'est sur ces deux thèmes que je vais me concentrer aujourd'hui. Tout d'abord, situons Nous et moi dans... Actuellement, en Angleterre et au Pays de Galles, Nous et moi est le roman le plus fréquemment étudié par les apprenants du français dans un contexte scolaire. Nous pouvons comprendre les raisons pour cette popularité en nous interrogeant sur les questions du genre littéraire. À quel genre appartient Nous et moi? Autrement dit, quelle sorte de roman est Nous et moi? La première réponse qui se présente est que c'est un roman de jeunesse, un exemple de ce qu'on appelle en anglais Young Adult Fiction. Bien que Delphine de Vigan ait dit qu'en l'écrivant, elle ne visait pas explicitement un lectorat adolescent, le marketing de Nous et moi, en France et à l'étranger, l'a souvent présenté comme un roman de jeunesse. Certainement, un roman avec une protagoniste adolescente est susceptible d'intéresser des lectrices et des lecteurs adolescents. Voilà la première raison pour sa popularité dans le contexte scolaire. La deuxième raison, me semble-t-il, est que c'est un roman qui traite des graves problèmes sociaux, notamment du sans-abrisme et surtout de la situation des jeunes femmes sans domicile fixe. C'est un roman qui cherche à sensibiliser ses lecteurs à certaines questions. Il y a donc un côté social, mais il y a aussi un côté psychologique. Nous et moi est un roman dont les personnages souffrent, sur le plan émotionnel, sur le plan psychologique. Je pense non seulement à No elle-même, mais aussi à Lou Bertignac, à Lucas et à la mère de Lou, sombrée dans une dépression profonde depuis la mort de son deuxième enfant. En représentant la détresse, l'angoisse, la souffrance de ces personnages, le roman nous incite à un grand effort empathique, compassionnel. Il s'inscrit dans la grande tradition libérale du roman, qui cherche à provoquer de la compassion chez les lecteurs, à élargir notre compréhension des autres et à approfondir nos sympathies. Mais si on devait ranger Nous et moi dans une catégorie générique, on dirait sans doute que c'est un roman d'apprentissage. A coming of age story, nous dirions en anglais. On utilise aussi très fréquemment le mot allemand Bildungsroman en anglais pour désigner le roman d'apprentissage, autrement dit le roman de formation, le roman d'éducation. Et Nous et moi est bel et bien un roman d'apprentissage. Donc c'est sous cette optique que je vais maintenant l'aborder. Nous et moi s'organisent autour d'une question principale. Comment grandir? Comment devenir adulte? Comment devenir grande personne? Pour reprendre la terminologie de Madame Courtens, la psychologue. C'est la question qui préoccupe la protagoniste Lou Bertignac, jeune fille de 13 ans. C'est Marcel Proust, grand romancier français du début du XXe siècle, qui a dit que l'adolescence est la seule époque de la vie où l'on ait appris quelque chose. Je parlerai un peu plus tard de ce qu'elle apprend, Lou Bertignac, au cours du roman, mais considérons d'abord cette idée que l'adolescence est une période d'apprentissage. Or, l'adolescence est toujours un moment de déséquilibre, un moment de rupture, où l'on se retrouve entre l'enfance avec ses certitudes et l'âge adulte avec ses responsabilités. C'est un état liminaire dans lequel on essaie de se construire une identité, de trouver sa place dans le monde. Les adolescents ont été chassés du royaume de l'enfance
sans encore avoir une idée très nette du monde adulte et de leur rôle là-dedans. Impossible de revenir à l'enfance, impossible aussi d'entrer pleinement dans le monde. L'adolescent donc se tient toujours au seuil de quelque chose. En tant qu'adolescente, Lubertignac occupe forcément une place marginale par rapport au monde, le monde de ses parents, le monde du lecteur adulte aussi. Mais elle incarne une marginalité plus générale. Et c'est de cette marginalité que je vais parler maintenant, en me concentrant sur le personnage de Lou Bertignac. Lou Bertignac est une jeune fille qui se trouve toujours à l'écart. Tout d'abord parce que, étant intellectuellement précoce, elle a 2 ans d'avance à l'école. Dès la première page du roman, où elle se décrit comme asociale et muette, nous savons que Lou Bertignac est une jeune fille timide et solitaire, la risée de la classe. C'est une impression qui se confirme un peu plus tard, lorsqu'elle nous décrit ce qu'elle fait normalement pendant la récréation. Je cite, « Dans la cour, je rejoins un petit coin, près du banc. Je m'appuie sur le seul arbre du paysage. C'est comme si c'était le mien. Au bout de 2 mois, plus personne ne tente de venir là. C'est ma place. De loin, j'observe les autres. » Lou porte l'uniforme non officiel de l'adolescence. Elle a ses Converse, elle a son sac à dos Eastman, mais malgré ce camouflage, elle reste vraiment étrangère. Ses camarades la considèrent comme une intruse. Elle ne devrait pas être là où elle se trouve. Lou est quelqu'un qui regarde de l'extérieur. Dans le premier chapitre, elle nous explique que, je cite encore, « Depuis toute la vie, je me suis toujours sentie en dehors, où que je sois, en dehors de l'image, de la conversation, en décalage, comme si j'étais seule à entendre des bruits ou des paroles que les autres ne perçoivent pas et sourde aux mots qu'ils semblent entendre, comme si j'étais hors du cadre, de l'autre côté d'une vitre immense et invisible. » Lorsque Lou nous dit qu'elle s'est toujours sentie en dehors, en décalage, nous, les lectrices et les lecteurs, sommes enclins à penser qu'elle est neurodivergente. C'est une suggestion qu'on trouve à plusieurs moments au début du texte. Lou a des troubles de cognition sociale, elle semble aussi avoir une hypersensibilité sensorielle. D'ailleurs, elle a une façon de penser qui est assez singulière. La première fois qu'elle prend un verre avec nous, elle décrit la façon dont sa pensée se déroule, et je cite, « À l'intérieur du roulet d'Auvergne, ça sent la saucisse et le chou. Je cherche dans ma base de données interne à quelle spécialité culinaire peut correspondre cette odeur. Pâté au chou, chou farci, chou de Bruxelles, chou blanc. Savez-vous planter les choux? Et il faut toujours que je prenne les chemins de traverse, que je me disperse. C'est énervant, mais c'est plus fort que moi. » Chez Lou, dans son esprit, tout s'enchaîne. Elle reconnaît elle-même que c'est une façon de penser atypique. En tout cas, il n'y a aucun diagnostic dans le roman, sauf celui de précocité intellectuelle qui est plutôt description que diagnostic. Mais il est clair que Lou est différente, qu'elle est consciente de sa différence et que c'est une source d'angoisse pour elle au début du livre. En général, le mouvement du texte est vers une acceptation de cette différence et de la différence en général. L'institutrice qui conseille à son père de l'emmener voir une psychologue la décrit comme ayant un comportement anormal. Et c'est vrai que Lou est anormale. Elle ne respecte pas forcément les normes. Elle les remet en cause à maintes reprises au cours du roman. C'est précisément le fait qu'elle ne respecte pas les normes qui la rend si sympathique et qui lui permet de se lier avec nous dans un sens concret et dans un sens plus large. Concrètement, le fait que Lou s'approche de nous et qu'elle cherche à faire sa connaissance fait preuve de son anormalité. Parler à une SDF dans la rue, l'amener prendre un café, ce n'est pas le genre de choses qui se font habituellement. On peut le décrire
comme un symptôme d'anormalité ou bien un effet de sa scrupulosité extrême. Ayant dit qu'elle va interviewer une jeune femme SDF, il ne lui vient pas à l'esprit de confectionner quelque chose. Ou on peut voir dans le fait qu'elle entre en conversation avec nous, preuve de sa grande solitude, le vide qu'elle ressent autour d'elle, ou de son courage moral. Plus tard, Lou sera même plus audacieuse quand elle demande à ses parents si nous peut venir habiter chez eux. Là encore, elle fait quelque chose qui normalement ne se fait pas. C'est un moment charnière dans le texte à deux niveaux. C'est un moment important dans l'évolution de l'amitié entre nous et Lou, mais c'est aussi un moment clé dans le rétablissement psychologique de la mère. C'est la première fois dans le texte qu'elle sort de la dépression profonde qui l'afflige. C'est un moment où quelque chose de tout à fait imprévu se passe. Et le chapitre conclut avec ce court paragraphe, comme quoi les choses peuvent être autrement, comme quoi l'infiniment petit peut devenir grand. À ce moment dans le texte, c'est vraiment une voix adolescente qui se fait entendre. Lou est suffisamment jeune qu'elle n'est pas encore tout à fait habituée au monde. Elle reste capable d'imaginer d'autres façons de faire des choses, d'autres façons d'agir, de se comporter dans le monde. Et à ce moment, le texte lui donne raison. À cause de sa jeunesse et à cause de son anormalité, sa soi-disant anormalité, Lou est apte à apporter un regard naïf sur le monde et sur des phénomènes sociaux tels que le sans-abrisme, qui est une préoccupation du texte. Lou nous entretient du scandale du sans-abrisme à maintes reprises. Par exemple, après nous avoir raconté l'histoire de Moulou, le clochard du quartier, elle nous dit, et je cite, on est capable d'envoyer des avions supersoniques et des fusées dans l'espace, d'identifier un criminel à partir d'un cheveu ou d'une minuscule particule de peau, de créer une tomate qui reste 3 semaines au réfrigérateur sans prendre une ride, de faire tenir dans une puce microscopique des milliards d'informations. On est capable de laisser mourir des gens dans la rue. Lou répète la même idée plus tard dans le roman, quand elle voit les campements à côté du périphérique. Je cite encore, « Depuis 2 ou 3 ans, les campements se sont multipliés. Il y en a partout, tout autour, surtout à l'est de Paris. J'ai pensé c'est ainsi que sont les choses contre lesquelles on ne peut rien. On est capable d'ériger des gratte-ciel de 600 mètres d'eau, de construire des hôtels sous-marins et des îles artificielles en forme de palmiers. On est capable d'inventer des matériaux de construction intelligents qui absorbent les polluants atmosphériques et inorganiques. On est capable de créer des aspirateurs autonomes et des lampes qui s'allument toutes seules quand on rentre chez soi. On est capable de laisser des gens vivre au bord du périphérique. Ici, Lou lance un reproche qui s'adresse à la société en général, mais qui s'adresse aussi aux lecteurs, surtout aux lecteurs adultes, pour qui le sans-abrisme est devenu un fait inévitable, incontournable. Le on, ici, veut dire nous tous. Lou nous oblige ici à reconnaître un problème et à reconnaître notre responsabilité éthique. Comme elle dit à un autre moment du texte, les sans-abri habitent un monde parallèle qui est pourtant le nôtre. Donc c'est Lou qui détient la conscience sociale du roman. Cette conscience est mise en œuvre dans le roman, dans l'amitié entre No et Lou, un rapport qui est, comme l'indique le titre, au cœur de l'histoire. Ce sont 2 filles qui proviennent des milieux très différents, mais il y a des affinités entre les deux. Toutes les deux, elles habitent en dehors. Lou dans un sens figuré, comme nous avons déjà vu, et nous dans le sens littéral. Lorsque Lou note dans son calepin, lors d'un de ses interviews avec nous, dehors, on n'a pas d'amis,
Le lecteur et la lectrice comprend bien que cette phrase s'applique aussi bien à Lou qu'à No. Plus tard, Lou reconnaît de façon explicite cette parenté, cette similitude entre elle et No, lorsqu'elle va la retrouver à la soupe populaire. No entre en colère et Lou nous dit, et je cite, « Je voudrais bien lui dire que moi j'ai besoin d'elle, que je n'arrive plus à lire ni à dormir, qu'elle n'a pas le droit de me laisser comme ça, même si je sais que c'est le monde à l'envers. De toute façon, le monde tourne à l'envers. Il n'y a qu'à regarder autour de soi. Je voudrais lui dire qu'elle me manque, même si c'est absurde, même si c'est elle qui manque de tout ce qu'il faut pour vivre. Mais moi aussi, je suis toute seule et je suis venue la chercher. » Un peu paradoxalement, c'est la solitude qui facilite l'intimité entre les deux filles et plus tard qui facilite l'amitié avec Lucas, qui lui aussi a des problèmes d'adaptation. Ce qui est frappant ici aussi, c'est que Lou a besoin de quelque chose que seul No, qui n'a rien dans le monde, peut lui fournir. Ici, on retrouve le motif du cadeau, annoncé plus tôt dans le texte, lorsque leur amitié commence à se développer. Tout au début du livre, quand Lou fait la connaissance de No pour la première fois, le rapport relève du domaine de la transaction. Lou paie les consommations de No et No lui raconte son histoire. Voilà la transaction. Mais le rapport bascule très vite vers un autre régime, le régime du don, du cadeau. En essayant de rendre compte de la valeur de ces conversations avec No, dans lesquelles No lui décrit sa vie, Lou nous explique que, je cite, « c'est un cadeau qui n'a pas de prix, un cadeau qui pèse lourd, dont j'ai peur de ne pas être digne, de n'être pas digne, un cadeau qui modifie les couleurs du monde, un cadeau qui remet en question toutes les théories. » No donne quelque chose à Lou. Et c'est seulement à la fin du roman que nous, les lectrices et les lecteurs, peuvent comprendre en quoi consiste le don de No. Qu'est-ce que No donne à Lou? Tout d'abord, elle lui donne une éducation, une formation en dehors du contexte scolaire. J'ai dit au début de la présentation que No et moi est un roman d'apprentissage, un roman de formation. Et cette formation a lieu sur le plan moral, sur le plan émotionnel. Lou grandit au cours du livre. Elle devient grande personne grâce à l'amitié de No, qui élargit les horizons de Lou Bertignac. Lou apprend à s'amuser, à s'éclater avec d'autres. Et à la fin du livre, elle n'est plus asociale et muette. Elle n'est plus seule dans le monde. Elle a un copain, Lucas, et elle va à la boum de Léa Germain. Elle n'est plus en décalage et elle n'est plus en dehors grâce à l'amitié de No. Je vais terminer là sur une note positive. Merci de m'avoir écouté. J'espère que ça vous sert. Merci, au revoir.